Bien, bonjour tout le monde. Donc, suite au dépôt sur la plateforme pédagogique du cours intégral sur l'hydrologie quantitative, je vais vous montrer ici quelques explications concernant ce cours. Bien entendu, donc le cours, comme je viens de le dire, est déposé en intégralité sur la plateforme. Et on va voir la deuxième partie qui sera consacrée donc à la relation pluie-débit. Alors, si on prend ici un rappel de l'équation du bilan hydrologique, on va écrire que au niveau d'un bassin versant, l'ensemble des entrées est égal à l'ensemble des sorties, ou bien l'ensemble des entrées moins l'ensemble des sorties est égal à 0. Et par conséquent, en mettant la pluie comme étant la seule entrée dans notre système hydrologique, on va dire qu'on va pouvoir comparer la pluie à l'évapotranspiration ou l'évaporation, à l'infiltration et au ruissellement. Avec ici E, donc c'est l'évapotranspiration, I c'est l'infiltration et R c'est le ruissellement, en faisant une abstraction des autres composantes du bilan hydrique, à savoir l'interception, la rétention au niveau des bassins, des pressions topographiques, etc. Et donc le bilan s'exprime grosso modo comme étant l'expression de l'équation d'égalité entre la pluie comme input dans le système et les sorties avec donc notamment l'évapotranspiration, l'infiltration et le ruissellement. Alors le débit d'une rivière, bien que s'effectue en surface, est composé généralement de deux composantes. Alors la première composante, donc c'est ce qu'on appelle le ruissellement direct, et une deuxième partie qui est matérialisée par une infiltration d'une proportion des eaux de précipitation qui atteint les aquifères souterrains et qui, par voie de circulation interne, peuvent plus tard rejoindre les dépressions topographiques, c'est-à-dire les talwegs, et être restituées comme écoulement à la surface et rejoindre éventuellement donc, les points de mesure de débit. Alors la différence essentielle entre ces deux modes de transfert, c'est que le premier est qualifié d'un transfert direct, donc c'est le ruissellement direct, et le deuxième, donc c'est un transfert qu'on peut qualifier donc de transfert différé dans le temps. Donc ce différé dans le temps, ça peut être de quelques mois jusqu'à quelques années en fonction de la longueur du parcours, de la dimension du bassin versant, mais aussi de la vitesse d'infiltration et de la restitution au niveau donc du réseau hydrographique superficiel. Alors, en termes d'analyse de la répartition des eaux de pluie, donc on peut reprendre cette équation de bilan hydrique et en le détaillant au mieux, on va dire que P est égal à petit i plus E plus F plus S plus P net. Dans cette équation, le terme P représente donc les précipitations totales définies comme étant la hauteur ou bien la lame d'eau qui est précipitée sur un bassin versant. C'est ce qu'on appelle également la pluie brute. Alors, cette pluie brute sera répartie en petit i qui est l'interception. C'est l'eau qui est interceptée par, disons, les surfaces de maison, les toitures de maison et par les végétations de type arbre. Ensuite, vous avez le terme E, donc c'est l'évapotranspiration. Vous avez le terme F plus S, on va voir ce que ça veut dire. Et puis, vous avez P net. Alors, P net, par analogie, on va voir que c'est le ruissellement. Alors, certains auteurs peuvent éventuellement calculer ou bien préfèrent calculer l'interception, comme par exemple ici la fonction de Horton qui donne que l'interception est égale à 1 facteur A plus 1 facteur B multiplié par P à la puissance N, où I représente l'interception, P c'est la pluie, et A et B donc ce sont des constantes. Avec N aussi c'est une constante, et tout cela donc ça dépend de plusieurs autres paramètres que l'on définit de manière empirique. Alors la différence P moins petit I, c'est-à-dire la pluie brute soustraite ou bien diminuée de l'interception représente ce qu'on appelle la pluie effective. C'est la pluie ou bien c'est les précipitations qui arrivent effectivement à la surface, à la superficie du bassin versant. E représente dans ce cas-là donc l'évapotranspiration qui en principe représente à peu de choses près tout ce qui est restitué à l'atmosphère, restitué par une reprise évaporatoire de l'air. D'accord?
Alors l'évaporation est essentiellement en fonction d'un écart de pression partiel de la vapeur d'eau dans l'air. Et donc c'est cette différence de pression d'eau, qu'on va aussi dire degré d'humidité de l'air, qui constitue la demande évaporatoire de l'air. Alors, le facteur S, alors ce facteur S, celui-là, c'est ce qu'on appelle le stockage dans les dépressions superficielles. Cette lame d'eau retenue au cours d'une averse n'atteint pas l'exutoire. Elle est, si vous voulez, décélérée, elle est freinée, elle est retenue dans les dépressions topographiques pour être éventuellement soit infiltrée en profondeur, soit évaporée, soit ruisselée lorsque la dépression est remplie à ras-bord. Alors, la quantité d'eau stockée dans les dépressions topographiques de superficie est très difficile à évaluer. Très difficile à évaluer parce qu'on ne peut pas faire un inventaire exhaustif complet de toutes les dépressions topographiques. Et donc, c'est un facteur qui reste très mal apprécié. Alors, le facteur F, c'est la hauteur d'eau qui s'infiltre. Cette quantité d'eau va dépendre de la vitesse d'infiltration, à peu près 30 à 40 mm par heure. Ça dépend de la perméabilité du sol, ça dépend des pentes, ça dépend d'un certain nombre de choses, de la structure agronomique du sol, etc. Et donc, elle débute au début d'une averse, à quelques millimètres par heure, puis elle diminue. Alors la somme, c'est-à-dire le facteur L qui est égal à F plus S, c'est ce qu'on appelle la perte de l'averse. D'accord? C'est la perte de l'averse. Alors, notons qu'une partie de F infiltration participera ultérieurement au débit de la rivière sous forme d'un écoulement souterrain, c'est-à-dire sous forme d'un débit différé, d'un écoulement différé, qui contribue à l'écoulement de base ou bien ruissellement de base. Alors, il ne reste maintenant plus que le facteur Pn, ou bien Pnet, celui-là. D'accord? Donc, on reprend P moins I, ça représente la pluie effective. F plus S, donc c'est le stockage dans le sol plus l'infiltration, donc ça constitue ce qu'on appelle la perte de la précipitation effective. Et ce qui reste maintenant, donc c'est la pluie nette. D'accord? La pluie nette, eh bien c'est tout simplement la proportion de l'eau qui est disponible effectivement, réellement, à l'écoulement. Et donc P net, c'est la hauteur de pluie, d'accord, qui est nette, c'est-à-dire qui a été allégée, soustraite de tous les autres types de pertes, et par définition, elle représente, ce n'est pas tout à fait ça, elle représente le coefficient de ruissellement. C'est-à-dire, si je prends la pluie nette et que je la divise par la pluie brute, j'obtiens le coefficient de ruissellement, c'est-à-dire le pourcentage d'eau qui a alimenté le ruissellement. Alors, le rapport ici, pluie nette sur pluie brute, c'est appelé coefficient de ruissellement. Et donc, on va voir comment le calculer plus tard. Mais alors, maintenant, si on revient à cet aspect de l'infiltration de l'eau à l'intérieur, si vous voulez, des couches superficielles du sol, eh bien, cette infiltration, elle dépend de plusieurs paramètres, notamment, donc on va le voir tout de suite, elle dépend de l'humidité du sol. Qu'est-ce que c'est que l'humidité du sol? Eh bien, il faut savoir qu'un sol, c'est un élément qu'on qualifie de triphasique, c'est-à-dire qui est constitué par trois phases. Vous avez une phase liquide qui est l'eau, vous avez une phase solide qui est représentée par les grains solides du sol, et vous avez une phase fluide. Une phase fluide, pourquoi fluide? On va dire parce qu'elle est constituée ou elle est remplie par de l'air. Donc on a trois phases. On a une phase gazeuse, une phase liquide et une phase solide. Et donc l'agencement de ces trois proportions, de ces trois parties du sol, de ces trois parties, si vous voulez, de trois phases de sol, constitue ce qu'on appelle l'humidité du sol. Donc c'est le rapport entre la teneur, entre le volume de l'eau rapporté au volume d'un échantillon de sol. Alors l'infiltration de l'eau dans le sol est le passage de la surface vers l'intérieur. Donc quand on dit l'intérieur, c'est-à-dire vers l'intérieur du sol, donc on descend en profondeur. Ce phénomène est caractérisé par ce qu'on appelle une vitesse F, ou bien fonction de capacité d'infiltration d'un sol qui est semblable à une intensité de pluie, donc elle a une unité de millimètres par heure. Okay? Alors cette vitesse F est une fonction de l'humidité du sol. L'étude théorique de l'évolution du ruissellement en fonction du temps pour une averse donnée
nous entraîne à examiner comment la variation de cette fonction f influe ou bien exerce une influence sur le ruissellement. Alors, c'est quoi cette capacité d'infiltration de sol? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Eh bien, tout simplement, lorsque vous avez un sol qui est normalement un milieu triphasique, qui a subi une forte période de sécheresse, eh bien, cette forte période de sécheresse a asséché le sol. Donc, elle a évacué, elle a dégagé toute l'eau contenue dans le milieu triphasique qui est le sol. Autrement dit, le milieu triphasique s'avère ou bien se ramène à un milieu biphasique, c'est-à-dire contenu, vous avez donc des graines solides qui contiennent un espace vide qui est rempli essentiellement par de l'eau. Alors lorsque ce sol qui est asséché reçoit une capacité, reçoit une pluie d'une intensité quelconque, eh bien ce sol, quand il reçoit cette intensité de pluie, il est, si vous voulez, rempli extrêmement par de l'air, uniquement par de l'air. Et donc, quand il y a une chose que l'on doit savoir, c'est que l'eau chasse l'air. Alors, dans une première phase, après donc l'avènement d'une pluie, les pores, bien ce qu'on appelle la porosité du sol, donc seront gorgés par de l'eau pour chasser l'air. D'accord? Alors, à ce moment-là, dès les premiers instants, vous avez une forte capacité du sol à avaler, à absorber les gouttelettes de pluie qui tombent dessus, peut-être même à les évacuer en profondeur. Cependant, lorsque tous les pores commencent à se remplir par de l'eau et qu'il n'y a plus d'air à chasser, alors cette vitesse d'infiltration de l'eau à l'intérieur de notre sol diminue drastiquement, c'est-à-dire elle diminue très rapidement. Et donc, c'est une fonction décroissante, exponentielle, négative. Donc, pour illustrer, si vous voulez, le comportement d'une pluie, le comportement d'une averse sur un morceau de bassin versant représenté par un sol d'un certain type, eh bien, on va étudier cela par trois exemples. Alors, le premier exemple, donc, qu'est-ce que c'est que cet exemple? Eh bien, on va prendre une pluie d'une intensité de 25 mm par heure pendant une heure, d'accord, qui tombe sur la superficie d'un bassin versant. Alors, d'un autre côté, le sol, à l'instant T0, possède une fonction de capacité d'infiltration au sol qui est égale à 50 mm par heure. Donc vous voyez que c'est très largement, c'est voire 2 fois l'intensité de la pluie. D'accord? Alors, à cet instant, c'est-à-dire à l'instant T égale 1 heure, d'accord? Bien, nous allons voir que la fonction de capacité d'infiltration du sol va diminuer brusquement jusqu'à atteindre l'égalité avec l'intensité de la pluie. Alors, une fois que les deux courbes sont égales, elles se rencontrent, et bien à ce moment-là, il y a début d'un ruissellement, donc ce qu'on appelle un équilibre. Alors, pour illustrer ça, donc voici comment on va l'illustrer. Donc, on va imaginer donc dans un graphe en Y et en X, donc ici vous avez le temps en heures, 1 heure, 2 heures jusqu'à 12 heures par exemple, et ici vous avez à la fois l'intensité de la pluie en millimètres par heure et l'intensité de la fonction f en millimètres par heure. Alors la fonction f est représentée en vert, donc c'est celle-là. À l'instant t égale 0, elle a une valeur de 50 mm par heure et elle diminue donc de manière exponentielle négative jusqu'à atteindre une certaine valeur. Alors si on prend notre pluie, qui est ici représentée par ce losange violet, et on va dire que nous avons une averse de 25 mm par heure pendant 2 heures, ce qui représente un total de 50 mm. Donc la lame d'eau précipitée est de 50 mm en total. Et l'intensité de la pluie, c'est 25 mm par heure pendant 2 heures. Autrement dit, à l'instant t égale 1, la fonction pluie, ou bien intensité de pluie, devient égale ici à la fonction f, la fonction qui représente la fonction de capacité d'infiltration du sol. Pendant la deuxième heure, qu'est-ce qui se passe? Ici, il n'y a pas d'infiltration. Il n'y a pas de ruissellement. Toute l'eau de pluie qui tombe est largement inférieure à la fonction f. Alors, qui dit inférieur à f, ça veut dire que le sol peut toujours infiltrer. Donc, il va infiltrer tout ce qui tombe. D'accord?
Mais à l'instant t égale 1 heure, les deux fonctions deviennent égales. Ça veut dire que le sol infiltre tout ce qui peut être précipité. Mais au-delà de l'instant t égale 1 heure, au-delà de cet instant-là, eh bien, le sol ne peut plus infiltrer toute l'eau qui précipite parce que la fonction de pluie devient légèrement supérieure à la fonction d'infiltration du sol. Et donc, dans cet exemple, on va estimer que le ruissellement représente à peu près 10% de la pluie totale. Alors, ceci dit, si on prend 10% de la pluie totale, 10%, ça représente 10% de combien? 10% de 50 mm. Et donc, 10% de 50 mm, ça représente 5 mm. C'est la lame d'eau ruisselée. Et donc, de facto, ce qui a été infiltré, c'est 45 mm. Alors, si maintenant on considère pour des raisons pédagogiques que le bassin versant a une surface unitaire quelconque, on va dire 1 hectare, 10 hectares, 100 hectares, 10 000 hectares. Alors, c'est un chiffre qui nous permet donc de simplifier les calculs. On obtient un volume d'écoulement qui est de 5 mm multiplié par exemple, 10 000 hectares qui est la superficie du bassin versant, multiplié par un coefficient de correction qui est de 10 mètres cubes par millimètre, ce qui représente, donc, vous voyez, donc uniquement 5 mm nous donne un écoulement de 500 000 mètres cubes, c'est-à-dire 500 tonnes d'eau. Alors, si on considère que ces 500 tonnes d'eau, ces 500 000 mètres cubes d'eau vont ruisseler, vont constituer un ruissellement qui va durer 24 heures, et qu'on va représenter donc ici par un triangle isocèle, vous avez ici la montée de crue de 0 jusqu'à 12 heures, et vous avez la décrue de 12 heures à 24 heures. Eh bien, on va essayer de calculer quelle est la valeur de ce débit maximum. La valeur de ce débit maximum, c'est tout simplement le sommet, c'est la hauteur de ce triangle isocèle. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une équation très simple. Donc, avec un temps d'écoulement de 24 heures et un hydrogramme assimilé à un triangle isocèle, on aura une pointe de crue que l'on calcule de la manière suivante. C'est le volume multiplié par 2, puisque vous avez ici un triangle isocèle qui est parfaitement symétrique par rapport à la moitié. Donc, ici, c'est un triangle qui est constitué de deux parties égales. Et donc, c'est 500 000 mètres cubes multiplié par 2 divisé par 24 heures fois 3600 secondes. Et donc, nous obtenons un débit de 12 mètres cubes secondes. Donc, vous voyez qu'avec un faible débit, un très très faible, disons un très très faible pourcentage de ruissellement, donc 5 mm, eh bien, on obtient quand même 12 mètres cubes secondes, c'est-à-dire 12 tonnes d'eau par seconde. Alors, l'exemple 2, donc on va prendre toujours le même bassin versant, d'accord, le même sol, mais cette fois-ci, au lieu de 25 mm, on va adopter une précipitation de 30 mm par heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter l'intensité de pluie de 5 petits millimètres par heure. Et toujours pendant 2 heures. Et donc, on va supposer que le bassin versant est soumis aux mêmes conditions, c'est-à-dire les mêmes conditions de sécheresse initiale, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, ici, à l'instant t égale 45 minutes, vous voyez ici la pointe de la flèche, eh bien, c'est le début du ruissellement, c'est-à-dire c'est l'instant, c'est le moment où la fonction f devient égale à la fonction pluie. Donc, l'équilibre est atteint 15 minutes avant. Et donc, vous voyez que ici, la partie ruisselée dans le premier cas, plus la partie ruisselée dans le deuxième cas. Et donc, vous voyez que le ruissellement est plus important. Donc, déjà, on peut retenir cette conclusion, c'est que l'augmentation de l'intensité de la pluie provoque davantage de ruissellement. Donc, dans ce deuxième cas, on va prendre les observations suivantes. Le ruissellement commence à 45 minutes, c'est-à-dire 15 minutes avant 1 heure. D'accord? Par rapport au premier cas, le volume ruisselé est estimé à peu près à 30%. Donc 30% de quoi? 30% de 30 mm par heure fois 2 heures, c'est-à-dire de 60 mm, ce qui donne donc une lame d'eau ruisselée de 18 mm. Le volume d'eau écoulé correspond à ça, donc c'est 18 fois 10 000 hectares fois 10 puissance 3, ça nous donne 1 800 000 mètres cubes. Et la pointe de crue sera calculée de la manière suivante, donc ce sera 2
fois 1 800 000 divisé par 24 divisé aussi par 3600 et on obtient 42 mètres cubes secondes. Donc vous voyez que le fait d'avoir augmenté l'intensité de la pluie de 5 petits millimètres, d'accord, a provoqué une multiplication très significative du volume ruisselé, mais aussi du débit. Donc on passe de 12 mètres cubes secondes à 42 mètres cubes secondes. Alors très rapidement, un troisième exemple. Cet exemple, eh bien, on va reprendre une faible averse au départ, une averse de 10 mm par heure pendant 2 heures, ça va donner donc 20 mm, et une deuxième averse entre 4 heures et 6 heures, dont l'intensité est de 25 mm. C'est-à-dire ici, on va se positionner dans le premier cas. Cependant, la première averse qui intervient ici, qui est de faible intensité, elle est très largement en dessous de la fonction de capacité d'infiltration du sol. Vous voyez qu'elle diminue sans pour autant être égale à la précipitation. Pourquoi? Parce que le sol possède une capacité d'infiltration largement supérieure à l'intensité de la pluie qui est de 10 mm par heure. À la fin de cette première phase de l'averse, qu'est-ce qui se passe? Donc la fonction f reprend son augmentation. Pourquoi elle reprend son augmentation? Parce que tout ce qui tombe dans le sol sera infiltré. Et le sol est en train de se dégorger, est en train de se vider de l'eau. Alors, à l'instant t égale 4 heures, lorsque la deuxième averse qui a une intensité de 25 mm par heure arrive sur le bassin versant, eh bien, elle rencontre un sol qui est partiellement gorgé, partiellement humidifié. Et donc, elle retrouve une fonction f qui n'a pas encore atteint les valeurs de 50 mm par heure. Et donc, dès les premiers instants de pluie, il y a un début de ruissellement. Un début de ruissellement. Et ce début de ruissellement, si on reprend donc nos calculs, vous avez ici 25 mm par heure pendant 2 heures, ça fait 50 mm. Avec une estimation de ruissellement de 30%, eh bien, on va tomber donc sur de nouvelles valeurs. Ces nouvelles valeurs sont les suivantes. Qu'est-ce qu'on a? On a 30 mm. 30% de 50, ça fait 15 mm. 15 mm multiplié par la superficie du bassin versant, donc ça va faire 1,5 million. D'accord? Ça va faire 1,5 million. Donc ici, nous sommes dans le premier cas, deuxième cas et troisième cas ici. Donc on va avoir 1,5 million de mètres cubes et un débit de 36 mètres cubes secondes. Donc si on compare le premier cas ici avec aucun apport préalable à l'averse de 25 mm par heure pendant 2 heures, nous avons donc un débit de 12 mètres cubes secondes, un débit max. Tandis que dans le troisième exemple, nous avons un débit maximum de 36 mètres cubes secondes, c'est-à-dire qui est multiplié par 3. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate également, on constate à la fin que le ruissellement débute plus tôt dans le premier cas que dans le premier cas. Le volume ruisselé est de 15 mm, enfin le volume, c'est pas le volume ici, donc ça c'est la lame, hein, et un débit maximum de 36 mètres cubes secondes. En conclusion de l'étude de ces trois cas théoriques, on peut dire que une pluie d'intensité 20% supérieure, c'est-à-dire 30 mm au lieu de 25, peut entraîner des débits 3 fois et demi plus importants. Donc on a 42 au lieu de 12. Deux pluies d'intensité identique, dans le premier et troisième cas, provoquent des débits totalement différents. On passe de 12 mètres cubes secondes à un débit de 36 mètres cubes secondes en fonction de l'état d'humidité initial du sol. Le début de l'apparition du ruissellement dépend de l'intensité de la pluie et de l'humidité du sol. Alors, quelques remarques. Donc, cette analyse est purement théorique. En effet, la pluie ne se représente jamais sous forme d'un iétogramme rectangulaire, comme dans les trois cas. Le sol d'un bassin versant n'a pas la même fonction F partout. Et un hydrogramme ne peut en aucun cas être représenté par un simple triangle isocèle. Alors cependant, cette approche a le mérite de mettre en évidence l'influence de la vitesse d'infiltration de l'eau dans un sol et le ruissellement et surtout l'influence de l'humidité du sol, d'accord, préalablement à l'averse sur la vitesse d'infiltration. Alors, si on veut parler de cette courbe d'infiltration du sol, en fait, elle ne commence pas
dans une valeur maximum. Elle commence à un 0. Parce qu'un sol n'infiltre rien si on ne lui donne rien. Mais dès qu'on lui donne à quelques secondes, dès qu'on lui donne une certaine quantité, donc il peut infiltrer énormément d'eau. Puis donc vous avez une décroissance exponentielle en fonction du temps. Et je m'arrête là pour reprendre plus tard avec la forme de l'hydrogramme et d'autres considérations. À tout à l'heure.